Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Après le DELUGE, l'INISME. Moi aussi, je m'en allais les mains dans la poche. Mais de mes 7 pantalons, je ne portais pas celui qui avait un large trou et sur la route, j'imaginais poser mes pieds sur ces pavés qu'André Breton, il y a très longtemps, avait foulés, complètement pris par Rimbaud, voire possédé. Mais je ne me trouvais pas à Nantes. J'étais à Nîmes et un air de Rome andalouse qui flottait ce matin-là de juin de l'année dernière me fit venir à l'esprit des pensées qui, à un autre moment, m'auraient étonné. D'autres horribles travailleurs viendront, avait écrit Arthur, annonçant ses successeurs. Lesquels ? Le fluorescent Marinetti qui se réjouissait de savoir par cœur quelques beaux vers de Rimbaud et répétait aux futuristes le mythe symboliste ? Le roumain suisse-français Tristan Tzara qui lut entièrement une saison en enfer et illumination seulement après le dadaïsme ? Les surréalistes contradictoires et fragmentaires à l'égard du poète de Charleville ? Quant aux autres groupes, écoles ou mouvements, vraiment pas la peine d'en parler, vu la réelle insuffisance de leur apprentissage. Des guirlandes multicolores pendaient des cordes tendues des deux côtés des rues. Bertozzi, qui me précédait, les regardait sous sa casquette d'un blanc immaculé comme le lait du matin du siècle dernier. Voilà, grâce à lui, l'INISME ou INI, Internationale Novatrice Infinitésimale, n'a pas eu l'insuffisance de nos prédécesseurs. Avant d'entreprendre une quelconque révolution, avant même la naissance du mouvement, elle a dédié à Rimbaud des œuvres scientifiques sans laisser de place aux malentendus. Puis, à partir de 1980, elle a commencé sa divulgation systématique dans le domaine iniste. Cette différence entre les futuristes, les dadaïstes et nous, est fondamentale. Et mémorable comme leur rimbambitisme, rimbaldisme, ce n'est qu'en partant de la connaissance que l'on peut accéder à l'acceptation ou au refus. Nous avons vu Rimbaud, et non pas la reproduction faussée de son image. Nous sommes de retour de Fabrezan et Pourrières, ville natale de Charles Cros et Germain Nouveau, tous deux amis d'Arthur. Là-bas aussi Bertozzi a éclairé, en termes comparatifs, les instances du poète dont on fête le centenaire de la mort. Et que la mort soit. D'abord assistons à ce qui s'est passé dans le domaine iniste de 1980 à 1991. Dans l'essai très documenté du catalogue de l'exposition Rimbaud et elles avant-garde, inauguré le 12 décembre dernier à Francavilla al Mar, Paola Di Pancrazio, pas encore iniste, insiste, en la divulguant ultérieurement sur une définition déjà codifiée, RIMBALDINI. Différent des rimbaldologues, il figure presque tout, les Italiens et les étrangers, même tous ceux auxquels l'auteur pouvait faire référence, citant des œuvres et des documents, au lieu de se baser sur des affirmations qui tendraient à essayer d'exploiter la situation dans ce moment favorable. Ce n'est pas le lieu ici de revoir dans le kaléidoscope iniste ces nuances d'un seul poète, que tous les auteurs sont parvenus à percevoir de manière remarquable, vu que comme nous le verrons, le passé proche est devenu d'un seul bond, passé lointain, soyez lion, bondissez dans l'époque, peut-on lire dans une note épigraphe, carte postale iniste. Mais je me souviens de l'essentiel. Contrairement à ce qui avait été soutenu, l'inisme avait démontré que Rimbaud n'était pas seulement parvenu à la destruction du mot, mais aussi à celle du vers par les voyelles et les consonnes. Cette reconnaissance lui étant rendue, fondamentale pour sa présence dans les avant-gardes, notre mouvement pendant ce temps allait au-delà, et il passait du phonème à la scission. Nous trouvons enfin le noyau central du mot dans un signe, ini, qui dans tous les domaines de la création visuelle, écrite ou sonore, prend la valeur d'une création et non pas d'imitation, de connaissance, non pas de réalité photographiable.
Le temps des attentes décrites par Rimbaud était enfin révolu avec le talent des vieux mots dans la lettre du voyant et dans une saison en enfer. Bref, en renversant une formule rimbaldienne, c'est lui, Arthur, qui a cru voir ce que nous avons vu, et fait. La vieille année se terminait en accélération, et la nouvelle année commençait en la doublant, comme toujours, probablement parce que nous sommes tous nés un 3 janvier, seul cas où nous sentons que l'habitude et la répétition ne menacent pas l'intégrité de notre être. Avec l'année 1992, la phase de l'après-Rimbaud est décidément scandée. Les textes, les œuvres qui documentent cette phase sont si nombreux qu'ils déroutent l'exégète le plus courageux, induisant en erreur le software le plus éclectique. Cependant, il existe 3 références qui, malgré le bref laps de temps qui s'est écoulé, sont déjà devenues canoniques. La première est de Gabriele Aldo Bertozzi. C'est une double référence car elle est formée d'un livre et d'un tableau, tous deux de 1991. Le livre Rimbaud. Le Opère Iluoghi. Les œuvres, les lieux surtout pour le dictionnaire que l'auteur inclut dans son prolégoménie. Dictionnaire. Rimbaldiste, rimbaldini, rimbaldien, rimbaldologue. Une ou plusieurs des définitions suivantes classées ad vocem. Ils se connaissent entre eux, aiment les centenaires et les colloques. Comme les néos et les postes, Rimbaud marque leur impuissance. Il réalise ce que Rimbaud n'a fait qu'entrevoir. Il glose sur des intuitions, sur les découvertes d'autrui, à répétition, inlassablement. Comme s'il tombait dans un trou et se retrouvait dans une mine d'or, le Rimbaud qu'ils ne voient pas est pour eux un métier. J'ai horreur de tous les métiers, un moyen de succès, je n'aurai jamais ma main. Le tableau, dont le sens est décidément plus péremptoire, est formé du portrait de Rimbaud, photographie de Carja, sur lequel se découpe, c'est le cas de le dire, une paire de ciseaux authentiques. De plus, le tout est surmonté de l'exclamation basta, rendu encore plus expressif parce que les lettres sont peintes en relief, avec une épaisse peinture rouge. Un cadre d'époque avec un passe-partout de tissu rongé par un insecte fait aussi partie intégrante de la composition. L'œuvre a été exposée pour la première fois, en décembre dernier, lors de l'exposition Rimbaud l'Avanguardia. La deuxième référence est formée par la préface au précédent livre de Bertozzi, écrite par Renato Minor. L'écrivain, après avoir brillamment examiné l'œuvre de Bertozzi, conclut qu'elle mène à l'après-Rimbaud. C'est donc avec linisme que commence une nouvelle phase définie par Minor avec la plus grande simplicité, et avec une grande finesse. La troisième référence, diversifiée dans ses formes vatiées d'expression, une conférence enregistrée, une interview télévisée et un écrit, appartient à Jean Godon. Ce romancier et professeur universitaire émérite, après avoir présenté Bertozzi, en janvier 1991 lors d'un discours officiel s'adressant à ses collègues d'université, comme l'un des critiques de Rimbaud les plus valables, le seul qui ait su dire avec courage des choses vraiment nouvelles sur le poète, revenait sur ce concept au cours d'une interview faite pour un journal télévisé sur RTRE. Quant au texte écrit, n'ayant pas encore été publié, il n'est connu qu'au sein de l'INISM. Il s'agit d'une lettre de 1991 écrite le 11 juillet, comme l'affirme l'auteur, mais remise à son destinataire seulement le 3 décembre, dans laquelle il semble inciter Bertozzi à se débarrasser des restes de Rimbaud. J'ai dit « semble », car il est certain que l'auteur de Basta l'avait déjà fait. Aussi est-ce la raison pour laquelle je crois qu'il est préférable de considérer cette lettre comme un acte de reconnaissance de sa part, face à cet élan nouveau opéré encore une fois par l'INISM. Aux visiteurs à présent de se laisser porter par les ailes de l'Angelus Novus. Pour la durée du vol, qu'à lui ne tienne. Le spécialiste des expériences du XXe siècle saura sans aucun doute prendre son essor et planer. Il saura percevoir dans le langage des œuvres, des couleurs et des formes nouvelles, mais je crois que ceux qui laisseront derrière eux, à la suite de Rimbaud, ses successeurs plus ou moins habiles, iront plus loin. Toutes les personnes habiles croiront pouvoir satisfaire bientôt cette requête. Il n'en est pas ainsi. C'est elle après Rimbaud. F. Proya, Le Voyant 1990. Amacrante, Trilogia 1985. L'INISME et les nouveaux horizons de la création. L'informatique rend le réactionnaire encore plus réactionnaire, et le révolutionnaire encore plus révolutionnaire. Un premier regard posé sur l'océan des mots et des images, qui court nuit et jour sur la toile, ne retient qu'une impression confuse. Signe des temps. Les obsessions cybernétiques n'ont jamais eu de cohérence.
Elle ne possède d'ailleurs aucune base écrite tangible, car il appartient à l'apparence du système binaire d'être constamment changeante. Internet, d'ailleurs, représente un service sans ouverture de connexion préalable et sans garantie de fiabilité, qui se base sur des solutions pragmatiques. Ce sont les équipements des usagers et des serveurs qui garantissent les traitements nécessaires pour tendre les communications fonctionnelles. Mais les nouveaux et puissants algorithmes de calcul, qui gèrent le réseau informatique international, nous font connaître des formes de pensée et d'expression nouvelles, un foisonnement de trouvailles extraordinaires qui se rit des frontières, des situations sociales, et qui n'hésite pas, selon l'occurrence, à armer le fusil des révoltes et des révolutions. Nulle technique ne les intimidant, les internautes cynistes lancent contre le vieux monde ranci des pages web bourrées de vitamines, d'amphétamines et d'autres substances peut-être moins licites mais encore plus euphorisantes. Ils ont la vertu essentielle d'essayer de désembourber la pensée esthétique actuelle avec un flux de matériaux bien différents des mots sortis tout droit d'un alphabet docile. Alors, l'enchantement commence. Tous les piliers séculaires de la connaissance sont ébranlés, fissurés par la vaillance gaillarde d'une interrogation critique subtile. Insolents envers tous les maîtres à penser, les inistes, à travers le web, collent l'oreille au monde comme on le fait à la spirale d'un coquillage pour en percer l'énigme du souffle qui l'anime. Et ils clignent de l'œil, car ils trouvent là l'oxygène indispensable, l'espace de liberté que rien ne menace. En se plaçant sur une trajectoire que le désir oriente, ils ont la certitude de transfigurer l'existence vers d'autres réseaux de force, d'autres degrés d'intensification de la vie. Dans le laboratoire formidablement stimulant de ces tontons flingueurs cyberpunk se dessine, derrière le goût de l'arrogance et du paradoxe, un puissant désir de comprendre les enjeux contemporains et d'en rendre compte. Leurs pages, pétillantes ou vaporeuses, facétieuses ou grinçantes, baroques ou classiques, sont bien souvent adornées de séductions inédites, de somptueux emprunts aux bestiaires les plus chinois ou aux archives les plus énigmatiques d'alchimistes maudits. Travail solitaire et coopération dialogante, rien de plus libre et de plus vertigineux que cette dématérialisation des créations informatiques, qui deviennent l'objet d'un partage à la fois planétaire et intime, livré à ses bons comme à ses mauvais démons. L'extrême soumission de chacun à la pression des besoins, l'impossibilité radicale de satisfaire absolument un désir, et une vie transformée en errance enrobée de toutes sortes d'affairements, affligent profondément l'esprit entreprenant et pince sans rire des inistes. Sur le réseau, la force dynamisante du vouloir vivre à tout prix ainsi que le rôle considérable du hasard sont impressionnants, et les inistes éprouvent un irrésistible élan pour ce grand bal masqué planétaire, brillant de mille feux, où personne ne dévoile sa véritable identité. Mais comment se fier aux apparences ? Ne serait-il pas plus juste de dire que sur le web, l'internaute arrache finalement de son propre visage immobile et blafard, le masque triste, grotesque et démodé dont il s'affuble quotidiennement. Les inistes n'ignorent certes pas que le rôle de tout jeu est de permettre à l'individu de réaliser son moi, de déployer sa personnalité. Pour eux, Internet est un fabuleux champ d'observation, doté de sa charge poétique propre et de ses potentiels d'énergie. Un espace virtuel où la révolution prend un sens nouveau, rupture du quotidien, restitution de la fête. Derrière ces écrans striés de molécules à grande vitesse, la manipulation atomistique des inistes fait merveille. Il ne faut pas oublier qu'ils furent les inventeurs au siècle dernier, d'une méthode absolument nouvelle et définitivement indépassable. Un langage utilisant l'alphabet phonétique international, qui permet de transcrire en une langue universelle les réalités et les rêves qu'ils entendent cerner. Il est important de souligner que la rigueur scientifique du dessin n'a jamais exclu le plaisir ludique de la démarche. Les faits ont démontré la génialité d'une telle étincelle qui enflamme aujourd'hui la toile tout entière. Les inistes avec leur alphabet phonétique international ont en effet ouvert la voie aux smileys, emotion icons et aux acronymes qui prolifèrent de plus en plus sur le web. Les premiers sont des signes graphiques que l'on utilise pour exprimer, au moyen d'un email ou d'un message, un état d'âme sans la nécessité d'utiliser une phrase rigoureusement rédigée ou de connaître la langue de l'éventuel interlocuteur. Les seconds sont de véritables sigles composés de quelques lettres capables de représenter une phrase ou une manière de dire. Dans ce genre d'exercice, l'esprit ludique est bien sûr de rigueur.
Aucune surprise donc si 2 des 10 acronymes les plus utilisés sur le web concernent des expressions liées au phénomène du fou rire. Lol rire à se décrocher la mâchoire, rofle rire à se rouler par terre. Certains smileys que l'on peut trouver dans des dictionnaires spécialisés ont des définitions absolument délirantes. F vampire aux dents saillantes à qui il en manque une, 8 P grenouille souriante pendant la période des amours, cyclope avec un trou dans l'œil, 0 plongeur dont le scaphandre est cassé. Rien n'arrête les inistes dans leurs explorations et leurs expérimentations sur Internet. Ils n'abdiquent devant aucune folie créatrice pour satisfaire royalement la chimie amoureuse de leurs désirs et atteindre l'apothéose convoitée d'un bouquet final exaltant. Ils se jettent à corps perdu dans la liberté sans entrave de la page digitale qu'ils colorent, noircissent ou orchestrent. Faut-il jouer avec l'écriture, la lumière ou le son pour que l'imaginaire devienne réel ? Dans le livre de la Genèse il est écrit « Au commencement était le Verbe ». Un proverbe chinois réplique « Une image vaut 10 000 mots ». Et de nos jours, le metteur en scène Pierre Schoendorfer proclame à son tour « Un film est plus proche d'une symphonie que d'un roman ». C'est à y perdre son latin. L'unique solution possible est de pousser l'outrecuidance jusqu'à jongler avec le verbe, la lumière et le son. En quête de vérités essentielles, à la recherche des limites de notre imaginaire, les inistes ont démantelé avec désinvolture le mur absurde qui séparait ces diverses formes de créativité. Le World Wide Web est un espace-temps soustrait aux mots de l'existence, une explosion de connexions vivant de surprises, de changements, acceptant tous les risques, s'exposant aux pires affronts. S'il ouvre d'immenses perspectives, cet univers digital exige toutefois une conversion à un monde de formes et d'idéalités impliquant nécessairement une rupture radicale avec l'existence empirique. Et s'il existe une valeur propre à l'art, elle réside précisément dans cette possibilité de transfiguration du monde réel. Ce qu'on sépare habituellement sous les noms de contenu et de forme doit être, pour les inistes, sur un seul plan, et ce plan correspond à celui des métamorphoses éthérées de la matière expressive elle-même. Dans les labyrinthes de l'interactivité, les inistes sollicitent sans cesse la participation des autres internautes. L'affaire est réfléchie, elle dépasse largement les questions de tempérament ou de compétence. C'est la fin de l'insipide classique. L'enjeu n'est plus de susciter la poursuite linéaire d'un récit, l'écoute distraite d'une mélodie ou l'observation passive d'un tableau, mais d'affûter le désir d'un périple dont l'inconnu est le comportement de l'internaute. Cette fluidité de la lecture, de l'écoute ou de la vision se combine avec une nouvelle présentation des textes, des partitions et des objets d'art. La magie technologique introduit un tremplin vers de nouvelles perspectives narratives, musicales et picturales. Ainsi les créations inistes, en ligne sur le web, peuvent évoluer comme des hydres. Elles s'engendrent en recombinant leurs racines sur des sites en perpétuelle expansion. L'objectif est donc la mise au point de programmes dans lesquels l'internaute aurait la sensation d'effleurer réellement les lettres, tout en transformant directement leur agencement pour une lecture non plus limitée à une simple acquisition sensorielle qui laisserait le texte intact. Un software qui lui permettrait également de chantonner une mélodie et de surprendre aussitôt les notes s'insérant, en un harmonieux équilibre, sur une portée encore ouatée, ou de voir sur une simple pression des doigts, les couleurs jaillir de leur tube et colorer de 1000 nuances une toile immaculée. Les inistes veulent pousser à l'extrême l'idée que les lettres, les sons et les couleurs trouvent en eux-mêmes la force et les principes de leur invention. Mais cette immanence signifie aussi que tout est entrelacé et que par conséquent, n'importe quel trait, fictionnel ou virtuel qu'il soit, pourra être pris comme trait d'expression matérielle. L'espace numérique est une chimère où les distinctions génériques perdent leur sens puisque toutes les fusions et toutes les interactions sont permises. Véritable matière vivante où l'objet littéraire, musical ou pictural n'est plus figé, les pages web des sites inistes peuvent non seulement faire coexister un texte, un film et un enregistrement sonore, mais aussi les amalgamer les uns dans les autres, interprétant par exemple un énoncé simple ou complexe en une suite bariolée de couleurs ou de sons ou de surcroît, l'ivresse des parfums si chère à Rimbaud ne serait point absente. Il est peut-être un peu tôt, par rapport à l'évolution technique, pour dire qu'un texte électronique offre un confort de lecture comparable à celui d'un texte imprimé, mais il faut se rendre à l'évidence, ce dernier a livré la plupart de ses secrets et ne suffit plus à catalyser nos désirs d'absolu. Au-delà du confort de lecture stricto sensu,
mais tout laisse supposer qu'il va très bientôt y avoir de profonds changements avec le e-book et les logiciels en développement actuellement. Il y a un certain nombre de fonctionnalités importantes qui sont attachées au texte électronique, et que les inistes apprécient tout particulièrement. La page d'un e-book est constamment mouvante. L'écran de l'ordinateur peut se peupler de notations périphériques, que l'on découvre au fil de la lecture. Par exemple, au lieu de trouver les notes en fin de volume ou en bas de page, celles-ci se révèlent sous nos yeux et accomplissent leur travail d'élucidation, au moment même où notre esprit s'interroge et part à la recherche d'un contact. Les attraits de l'édition numérique sont nombreux, l'ubiquité, la vitesse et la possibilité d'une mise à jour continue, qui la feront préférer à l'édition classique. Signal électronique parmi tant d'autres, toute écriture informatisée est transportable et reproductible sans limite ni usure. Immédiatement et simultanément lisible à l'aide des instruments adéquats, modems, satellites, fax, etc. Dans les lieux les plus éloignés, elle peut être aussi modifiée à distance. Et s'il en était besoin, elle peut de nouveau être dématérialisée et réduite momentanément en un signal électrique. Si dans certains pays il est difficile pour des raisons politiques, de faire parvenir au lecteur des informations publiées sur papier par le biais d'Internet, la voix perdue des hommes, qui ne se résignent pas au servage, se concrétise sur un ensemble de bits dont la position relative, au propre comme au figuré, joue un rôle déterminant contre le barrage de la censure. Instantanément reçus par leur destinataire, les textes, les couleurs et les sons deviennent sur le web, matière première pour ceux qui à leur tour produisent de l'écriture, de la peinture ou de la musique. Cette affirmation de la liberté de créer donne aux œuvres en ligne une visée roborative. Ces expériences stimulantes, proposées par les inistes, sont un défi lancé à l'art sans manifester aucune prudence dans la subversion, aucune combinatoire, car le jeu, tel qu'il l'envisage, doit apparaître clairement. Les incroyables outils que l'univers digital offre aux créateurs provoqueront une autre manière d'écrire, de photographier, de peindre ou de composer de la musique. À travers les nouveaux médias se fait jour une profonde révolution culturelle, qui transforme le monde et oblige à repenser la façon dont savoir et connaissances sont transmis. Un fait est certain, aujourd'hui les gens apprennent de plus en plus en jouant. Face à la machine, le rôle de l'auteur change. Il tend à devenir un ingénieur capable de créer des générateurs de textes, de sons ou de couleurs. Ce sont eux qui feront rentrer dans leur moule les événements qui suscitent l'écriture, la musique ou la peinture, et les interdits qui tentent de les immobiliser. Ces programmes, étroitement liés à une analyse logique du langage, des sons et des couleurs s'appuient sur des règles combinatoires et des données préalablement fournies, qui prendront leur place tout naturellement dans le grand puzzle organisé alors pour assembler des discours acceptables, des mélodies harmonieuses ou des couleurs touchantes. Il n'y a bien sûr aucune relation de similitude entre le processus matériel assurant le fonctionnement et l'information transmise. Embraser le monde poétique et chercher à le réinventer dans les flottements du hasard sont autant de chantiers ouverts, soumis à la rigueur exigeante de ces machines à traitement de texte, de sons ou d'images, qui s'emparent des choses de la réalité la plus actuelle. Les possibilités d'association, très vite élevées, rendent impossible l'apparition de deux œuvres similaires. La science dépasse la fiction. Sans s'embarrasser. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.